Mes plus grosses difficultés à ce moment-là, je dirais que ça a été de savoir diviser mon énergie. À quel moment tu as décidé d'arrêter le textile et plus te mettre dans le set design? Tu t'oublies un petit peu et c'est pas forcément ce qu'il faut faire et j'avais pas forcément le niveau non plus. Comment tu vois les choses sur ton avenir? Qu'est-ce que tu fais au début? Bonjour, ici Lisa Oran. J'accompagne les marques dans leur stratégie digitale et la création de leur contenu et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tu m'inspires. Dans cet épisode, on parlera d'entrepreneuriat, de choix, d'orientation et de créativité avec Julia Dagoud, la fondatrice du Studio Dagoud, une artiste, une entrepreneuse et une set designeuse extrêmement inspirante. Pourquoi se limiter quand on peut accomplir de grandes choses? La créativité n'a pas de limite et l'entrepreneuriat non plus. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui au travers du parcours de Julia. Bonjour Julia, comment ça va? Bonjour Lisa, ça va bien et toi? Super, je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Tu as un parcours vraiment étonnant et hyper inspirant. On a déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur plusieurs projets assez variés. La Social Box où on a recréé tout un univers dans un ciel avec des nuages. Il y a eu aussi la collaboration avec Caudalie, My Little Box, Social Fever où pareil dans 30 mètres carrés, tu as recréé toute une forêt enchantée en rose et pailleté. On a aussi fait de la nature morte, des projets beaucoup plus minutieux avec Roger Gallet. Et voilà, je pense que ça en dit déjà beaucoup sur toute la polyvalence que tu peux avoir. Et toi aujourd'hui, comment tu te présentes? Parce que c'est une étape assez difficile et je pense encore plus quand on a un profil avec autant d'expérience que le tien. Donc je te laisse te présenter et nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste ton métier aujourd'hui. Je me présente comme une chef déco et une set designer où j'accompagne les marques pour créer des univers pour des pubs, pour leurs réseaux sociaux, leurs événements ou pour des éditos mode dans des magazines. Trop cool, ok. Donc très très polyvalente, on le verra de toute façon au travers de ton parcours. On va essayer de comprendre comment t'en es arrivée là. En reprenant un petit peu de la base. Donc toi, tu as fait des études de fresques en mosaïque et tu as terminé tes études avec un master de design de mode et d'innovation textile. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à finir avec cette branche-là dans tes études? J'ai toujours voulu faire du design textile. Aux portes ouvertes d'Olivier de Serres, j'ai accroché quand j'ai visité sur la filière mosaïque et fresque. Et pour être honnête avec toi, j'aimais ça et j'avais pas forcément le niveau non plus pour arriver en design de mode parce que le BTS, en fait, il était très demandé. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais tester un petit peu plein de trucs, vu qu'on pouvait demander plus de filières, enfin pas mal de filières. Et je suis arrivée en fresque et mosaïque. Et j'ai adoré parce que c'était vraiment un univers manuel où tu fais vraiment de l'enduit, tu découpes du verre, enfin tu fais plein de trucs trop cool. Et ensuite, j'ai continué en textile parce que c'est ce que je voulais faire à la base et j'avais envie d'explorer ça. Et ça rejoignait un petit peu les deux univers de fresque et de mosaïque. Il y a toute une recherche de composition, de texture, de matière, de couleur, de brillance, de mat, plein de choses comme ça qui reviennent en fait dans des recherches de textile. Et c'est ça qui m'intéressait. Et j'avais envie d'aller vers ça parce que je pensais que j'avais envie de dessiner toute la journée et de faire plein de motifs pour plein de marques. Et notamment, la fresque et la mosaïque, c'est assez physique. Et je me suis dit que sur le long terme, ça me plairait pas forcément. Et aussi, je suis hyper frileuse et les chantiers, c'est hyper froid en hiver. Je comprends, ok. Et du coup, en sortant de ces études, comment tu vois les choses sur ton avenir? Qu'est-ce que tu fais au début? À la fin de mes études, au moment où tu te demandes ce que tu vas faire ensuite, j'ai passé un entretien chez Christian Lacroix, au studio de création de Christian Lacroix, auquel j'avais postulé pour faire un stage en première année. Et tu fais un stage de 3 mois et ensuite tu fais ta deuxième année où tu prépares ton diplôme avec ton mémoire, etc. Et en fait, à la fin de cette année-là, il y a le studio de Christian Lacroix qui m'a rappelé pour me demander si je voulais postuler pour un CDD. Et j'étais pas encore diplômée à ce moment-là. Donc j'ai passé des entretiens et en fait j'ai su au moment où j'étais diplômée que je commençais un CDD juste après l'été. Donc j'avais pile poil le temps de partir en vacances et j'ai commencé un CDD de 7 mois chez Christian Lacroix. Et du coup, tu faisais quoi là-bas exactement? Je faisais du design textile. C'est tous les motifs qui sont appliqués au support, que ce soit de la céramique, au papier peint, au coussin, à la chaise. Partout où il y a un motif, même un cahier par exemple, il y a quelqu'un qui l'a dessiné et c'est ce qu'on appelle un designer textile. Donc qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as travaillé avec Christian Lacroix et où tu as eu envie d'entreprendre et tu as même commencé à entreprendre? Je me suis mise en freelance juste après. En fait, j'avais déjà mon statut d'auto-entrepreneur quand j'ai
quitté Christian Lacroix. Le CDD, l'avantage, c'est que tu as du chômage après. Et comme je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire, je me suis dit, je vais garder mon statut, je vais me mettre en freelance. J'ai quelques mois de chômage pour trouver soit un CDI, soit un CDD, soit accepter des missions. Et ça a tout de suite pris. J'ai trouvé des missions qui étaient assez fixes avec notamment un éditeur de tissus d'ameublement qui s'appelle Thévenon, pour qui je faisais des recherches de couleurs, un petit peu de motifs. J'avais des rendez-vous avec les fournisseurs pour développer les tissus. Et à partir de là, ça a pris et j'ai fait du design textile, du dessin et je travaillais en développement, du coup, couleur. Toi, à ce moment-là, c'était quoi ta vision dans l'entrepreneuriat ? Comment tu te voyais évoluer ? Tu y allais plutôt en mode j'accepte tout ce que je trouve et je vois, ou tu avais déjà une vision ? J'avais pas du tout de vision quand je me suis mise en freelance à ce moment-là parce que j'étais encore très jeune et donc je me disais si je trouve un CDI ou un CDD cool, j'irai et puis on verra bien ce que ça donne. Comme ça a assez bien pris, en fait, j'étais partie sur le principe qu'il fallait que je puisse payer mon loyer et vivre un peu correctement et donc il fallait que je trouve assez de missions pour faire ça. Quand tu commences, t'as pas trop le choix, t'acceptes un peu tout ce qu'il y a, même si c'est pas hyper bien payé et tu te dis ça se développera au fur et à mesure, je trouverai d'autres clients, etc. Et surtout, même quand tu commences, en réalité, t'as pas d'exemple vraiment à montrer aux marques avec lesquelles tu veux travailler, donc t'es obligé de créer beaucoup pour leur dire je suis capable de faire ça, regardez, ça peut être cool, mais du coup ça te demande beaucoup de temps parce qu'entre démarcher et dessiner à côté pour pouvoir démarcher un peu plus, mais en même temps il faut travailler pour pouvoir gagner, donc tu acceptes un peu tout ce que tu trouves et tu fais le tri plus tard. Oui, j'allais y venir parce que moi je l'ai vécu aussi. En fait, quand tu débutes, t'es jeune, t'es super motivé, mais t'as peu d'expérience pro. Et même pour gérer ton entreprise, etc., c'est compliqué. Et aux yeux des clients, t'as pas encore d'expérience, c'est normal, quoi. Oui, donc, c'est normal. En fait, forcément, les clients, ils attendent que tu sois hyper réactive et ils disent, je pense, d'un côté qu'ils veulent donner la chance à une personne qui est junior, mais en même temps, ils veulent une qualité de senior. Donc, il faut que tu dépasses tout ce que tu sais faire et t'as pas forcément les codes non plus du monde du travail, donc il y a un petit décalage qui peut se faire. J'ai pas trop ressenti le gros écart d'expérience quand j'étais en freelance. Je l'ai plus ressenti quand j'étais salariée, où t'as plus de personnes qui te prenaient un petit peu de haut parce que tu commençais, qui avaient un peu des réticences alors que c'était eux-mêmes qui t'avaient engagé pour tes capacités. Parce que le client, si tu veux, quand tu es en freelance, il a décidé de travailler avec toi, donc il considère que tu es professionnel et qu'il va te parler comme un prestataire. Alors que quand tu es salarié, la personne, elle va te prendre un petit peu comme si elle devait te former aussi, ce qui est logique, parce que c'est toujours un peu comme ça quand tu rentres dans une mission. Et donc, on n'a pas même rapport de force, en fait. Par contre, ce qui peut être un petit peu perturbant, c'est que quand tu es en freelance au début, tu n'as pas les expériences professionnelles, donc tu n'as pas forcément les codes de la manière dont eux, ils ont l'habitude de travailler. Donc, ils vont, eux, trouver que c'est totalement logique, alors que toi, tu vas devoir t'adapter à chaque client et à chaque fois, ils ont une manière différente de travailler. Donc, ça peut un peu aussi, ça peut te dérouter un petit peu et en même temps, ça t'enrichit parce que du coup, tu acquiers plus d'expérience plus vite. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'affirmer quand un client vient à nous sur notre propre organisation, puisque ça montre qu'on est professionnel et qu'on a l'habitude. Et c'est vrai qu'au début, on a tendance à pas forcément le faire et à plus se laisser driver par le client. J'ai remarqué ça, moi, en tout cas, personnellement, que quand on acquiert de l'expérience, on sait comment ça se passe. Et si on prend un peu les devants sur notre organisation, on est un peu plus vu comme quelqu'un de professionnel. Oui, je pense que les gens, quand ils sentent que tu as ta manière de fonctionner et que ça fonctionne pour toi et que tu es professionnel, ils font appel à toi en fait pour ta spécialité. Donc, ils ont aussi, je pense, à cœur de s'enrichir de ta manière de voir les choses et ta manière de procéder dans la mission qu'ils te donnent. Oui, et puis tu prends confiance avec les missions de toute façon et ça se voit et ça se ressent. Oui, c'est sûr. Et toi d'ailleurs, donc tu as toujours été multitâche un petit peu dans toutes les missions que tu faisais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été difficile des fois, même au rapport avec les gens, parce qu'on a tendance aussi à mettre en avant l'hyperspécialisation, le fait de se nicher dans un secteur pour devenir une référence et se faire un nom d'ailleurs dans le secteur. Toi, est-ce que tu as rencontré des difficultés à ce niveau-là ? J'ai rencontré des difficultés, oui et non.
C'est-à-dire que quand je me suis lancée en freelance, donc j'étais designer textile et à côté, j'étais set designer. Je faisais vraiment les 2 activités. Au tout début, j'étais plus assistante set designer. J'ai beaucoup assisté une personne qui s'appelle Marie Labarre, qui est une set designer. Elle m'a filé des plans en fait au fur et à mesure parce qu'elle était en agence assez rapidement et du coup, il y avait des choses qui étaient des plus petits budgets ou des choses qui l'intéressaient moins et donc très gentiment, elle m'a filé des projets. Et au bout d'un moment, j'avais 50-50 dans mon activité entre set designer et designer textile. Et petit à petit, donc j'ai volé de mes propres ailes et je l'assistais un petit peu. Et j'ai continué comme ça. Et j'étais moite-moite. C'était pas une barrière, mais c'est vrai que plus tu as des activités, plus tu divises ton énergie. Et donc, moins tu te développes aussi. Ensuite, je me suis posé des questions et je me suis plus spécialisée dans le set design. Mais dans le set design, je suis quand même encore pluridisciplinaire. Ok. J'ai pas réussi à trouver encore un seul truc et j'ai pas envie en fait. C'est hyper intéressant ce que tu disais avec ton expérience avec Marie Labarre parce que souvent on a tendance à se dire que les gens qui font la même chose que nous, c'est un peu nos concurrents, alors que pas du tout. Au contraire, on peut quand on débute même assister des gens qu'on trouve inspirants et d'où on aime le travail. Et après, comme tu l'as dit, ils peuvent nous donner des missions. Moi, ça m'est arrivé aussi pas mal de fois. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, je pense, à aller vers les personnes qui font déjà ce qu'on fait parce qu'ils peuvent nous aider et nous apporter énormément. Bah oui, parce qu'en plus, surtout dans le set design, il n'y a pas vraiment de formation. Donc pour apprendre et pour comprendre l'œil qu'il faut avoir et le matériel qu'il faut avoir, etc., tu es obligé d'assister des gens. Sinon, en fait, tu ne sais pas comment on fait, tu ne sais pas les petits tips, tu ne sais pas comment on fait une jolie photo, comment ça se passe, etc. Tu ne peux pas arriver sur un shoot d'une marque en n'ayant jamais rien fait. Parce que, en fait, c'est juste pas possible. Les gens ne te feront jamais confiance. Ouais, et même il y a le rush, l'ambiance sur le set. Il y a pas mal de choses qui s'apprennent sur le terrain. Oui, et puis, même ne serait-ce que dans le matériel, en fait, parce que tu sais pas ce que tu auras besoin. Et il y a qu'avec l'expérience que tu acquiers que tu sais que voilà, il te faudra tel scotch, tel truc, et il faudra ces outils-là si tu veux faire ce genre de choses. Et c'est en assistant et en faisant des choses un peu à côté, toi, soit perso, soit pro, sur des petites missions, que tu vas savoir comment faire, quoi. Et quelles ont été du coup tes plus grosses difficultés à ce moment-là et qu'est-ce que tu en as retenu ou appris ? Mes plus grosses difficultés à ce moment-là, je dirais que ça a été de savoir diviser mon énergie, du coup de trop diviser mon énergie. Parce que quand tu veux vraiment te développer, c'est assez compliqué de faire 2 métiers qui n'ont pas de rapport. Parce que ce soit ton énergie, tes clients, ton site internet, ton matériel dans lequel tu investis, tu dois tout diviser par 2 et du coup, tu te perds aussi un petit peu. Donc, je pense que la difficulté, c'était un petit peu là de savoir comment gérer mon temps entre le set design et le design textile qui se complétaient au final dans mon emploi du temps, mais j'avais quand même du mal à me développer dans les 2 sphères professionnelles. Aujourd'hui, en fait, tu t'es vraiment redirigée plus dans un domaine, mais où tu restes hyper polyvalente sur les styles des projets. C'est ça. En gros, maintenant, je fais que de la déco et du set design, sauf que tout ce que j'ai appris en design textile, en fait, ça me sert. Que ce soit ou même en fresque mosaïque, que ce soit quand je dois faire des peintures, des faux marbres, ou même quand je dois gérer, par exemple, des fichiers. Tu as des gens qui savent pas vraiment comment faire une affiche ou mettre au raccord des choses. Enfin, par exemple, si je dois faire un papier peint pour un décor, je sais le dessiner en fait. Donc au niveau des droits, il n'y a pas de problème. Si je dois peindre un truc justement pour une affiche ou quelque chose comme ça, où il faut mettre en page quelque chose ou parler avec des fournisseurs, des imprimeurs, etc. Tout ça, je connais aussi les termes. Et ça, c'est plus le métier de designer textile qui me l'a appris que de chef déco. Oui, donc finalement, le fait que tu t'es un petit peu éparpillée au début de l'entrepreneuriat, ça te sert maintenant et c'est un plus pour toi. Ah oui, et en plus, c'est assez étonnant parce que quand j'ai fait fresque et mosaïque, je me disais pas du tout que j'allais retourner dans un truc aussi manuel et aussi créatif. Et en fait, des années plus tard, je me rends compte que je fais des faux marbres, que je peins des toiles de 5 mètres sur 3, des trucs énormes que je faisais en fait quand j'étais en école et que j'ai totalement perdu et en fait que je retrouve et c'est grâce à ces connaissances-là, ces compétences-là que je suis hyper à l'aise avec des grands formats ou avec la peinture pour faire des textures et des fausses matières. Ok, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que c'est hyper important quand on est jeune de tester plein de trucs parce que c'est à ce moment-là qu'on peut plus se le permettre aussi et que ça peut nous servir après et même nous rattraper, quoi.
Ah bah oui, carrément. Je pense que les périodes d'études, elles sont géniales parce que tu as le temps de tester plein de choses et tu as aussi les mentors pour te guider. Et je sais que j'utilise encore des choses que j'ai appris au lycée, en fresque, en master, et je parle encore avec mes professeurs que je considère vraiment comme des mentors dans la vie, avec qui je suis hyper fière de montrer mon travail et de leur expliquer ce que je fais. Et maintenant, on parle plus de boulot et c'est vraiment super. Enfin, le moment en fait où on fait nos études et au début, quand on est jeune, on peut vraiment tester plein de choses et rien en fait ne nous empêche ensuite de bifurquer ou d'approfondir un truc et de revenir ensuite à autre chose. Enfin, il faut vraiment se sentir libre, qu'on soit jeune ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, on a toute la vie pour se réinventer. Complètement. À quel moment, du coup, tu as décidé d'arrêter le textile et plus te mettre dans le set design? Ça s'est fait un peu par la force des choses. En gros, il y a eu le Covid, où j'étais à ce moment-là donc moite-moite entre design textile et set design. Et à la fin du Covid, au moment où tu te dis « Ah, le taf va reprendre et tout, c'est cool », je range mon atelier, enfin je range mon box où j'avais tout mon stock déco et je tire une barre en fer et là, je me coupe le tendon de la main droite. De l'index de la main droite. Donc, opération, attelle pendant 3 mois. Enfin, vraiment, je pouvais plus rien faire, plus décider, plus rien porter. Enfin, c'était stand-by. Et à ce moment-là, je me dis, bon, là, en fait, tu vas reprendre le taf, sauf que tu as eu le Covid, tu pas relancé tes clients et t'as rien, vu que ça fait 6 mois que tu bosses pas. À ce moment-là, il y a une annonce sur Internet de designer textile qui est demandée en CDD dans une boîte à Paris, qui fait en fait du dessin jusqu'au produit fini. Ils vont l'imprimer, changer les couleurs ou pas, etc. Et l'imprimer jusqu'à faire le vêtement pour la marque, mettre l'étiquette et leur envoyer pour qu'ils le mettent en boutique. Et je me dis, ah, ça peut être cool. Ça fait hyper longtemps que tu n'as jamais été... Enfin, en gros, tu n'as eu qu'une seule expérience de salarié, donc peut-être que genre 6 ans plus tard, ça te conviendra. Donc je me dis, ça fait longtemps que tu es à ton compte, mais peut-être qu'une vie de salarié, ça pourrait te convenir, donc vas-y, teste, et puis on verra bien. Et en plus de ça, ça te fait toujours... dessiner, t'as jamais fait de prêt-à-porter femme vraiment parce que j'étais vraiment plus sur l'enfant et on sait pas ce qui peut se passer. Je fais ce CDD, ça se passe pas hyper bien parce que c'était pas assez créatif pour moi, à mon goût en tout cas. Et parallèlement à ça, j'ai des clients qui commencent à me rappeler sur du set design. Donc je me dis bon bah cool, donc je pose un jour pour faire ce set, je demande à ma mère qui fait de la déco aussi de m'aider à préparer un truc, d'aller sur le shooting à ma place, etc. etc. Et arrivé à la fin du CDD, je me dis, en fait, pourquoi je fais toute la journée des motifs sur un ordi alors que je pourrais être en train de faire des trucs plus créatifs, plus manuels, moins sur l'ordi et plus diversifiés en faisant de la déco. Et en gros, je décide de me mettre que vers le décor et le set design parce que je me dis que c'est plus cool, que ça me ressemble plus, que c'est plus varié et aussi un petit peu guidé quand même par mon copain parce qu'il me disait non mais attends, tu sais peindre, tu sais faire un set, tu sais faire de la beauté, tu sais faire des grands trucs et tout, fais que ça en fait. Pourquoi tu vas diviser encore une fois maintenant que tu as vu que que le design textile, ça te plaisait pas tant que ça parce qu'en fait tu te rends compte que le monde du design textile, il y a beaucoup de plagiat, il y a beaucoup de trucs comme ça. On te demande juste de faire des petits frères. En gros, les petits frères, c'est prendre un motif qui fonctionne et faire un motif qui lui ressemble, mais pas trop pour que les gens rachètent de chez la même marque. Ou alors, ils nous filent un motif, ils disent, bon, vous faites ça et vous changez assez de choses pour que ce soit pas considéré comme du plagiat. Donc, t'as envie de dire, ok, c'est cool, mais moi, c'est pas pour ça que... j'ai envie de faire ce métier. Comme il y a des entreprises qui font ça tout le temps, en fait, quand tu es indépendant, tu te bats contre des machines de guerre qui vont produire les motifs, etc. Donc toi, tu vas être indépendant, tu vas juste vendre ton petit motif à la marque, mais eux, ils vendent toute la chaîne jusqu'à la production du tissu et de l'étiquette. Donc tu n'as aucune chance, en fait. Donc ça m'a un peu déprimée quand même par rapport à ça. Et je me suis dit, tu préfères l'autre truc, et en plus, t'aimes un peu moins le design textile, donc autant te spécialiser. Et à partir de là, j'ai fait que du décor. Et du set design. J'avais déjà un box en fait avec un stock déco dedans où j'accumulais des choses petit à petit et c'est comme ça que je me suis développée. Et finalement, c'est un choix qui reste hyper large parce que maintenant, tu fais de la pub, des courts-métrages, des films et tu peux aller de décors énormes à même des petites pièces ou de la nature morte, quoi. Oui, c'est ça. En gros, on peut faire soit un décor entier en refaisant une cuisine, par exemple. On a refait toute une cuisine en rouge pour président de A à Z. Donc, il fallait acheter la cuisine, la monter, la peindre, la démonter, tous les accessoires, etc. Mais on a fait aussi
du décor et de l'accessoire pour les Frères Pétou, qui est une petite série avec Monsieur Poulpe, où là, c'était beaucoup plus, on va dire, créatif et un peu fou, parce qu'on devait faire des faux panneaux de station-service, on devait mettre de la boue et un peu de poussière sur tous les trucs, parce qu'ils étaient censés vivre dans un truc un peu crado, alors que à l'opposé, je fais aussi de la beauté avec des choses hyper précises, où il faut que je prenne une fleur d'oranger, sauf que c'est pas la saison, donc je vais prendre du jasmin, je vais rajouter des pistils d'une autre fleur, enfin, je vais inventer des petits trucs et des trucs hyper précis, au millimètre près, alors que le lendemain, je suis en train de faire, je sais pas moi, je suis en train de salir des balles de baseball pour un court-métrage, ou de faire de la fausse rouille sur une petite voiture qui est à la base toute blanche, mais il faut faire de la fausse rouille, il faut qu'elle puisse être lavée parce qu'il faut qu'elle soit rendue vu qu'elle est louée. Et donc, tu es en train de tester plein de trucs et de t'amuser, quoi. Et est-ce qu'il y a des projets quand même que tu préfères aujourd'hui ? Je dirais pas qu'il y a de projets que je préfère, parce que tout me plaît. Et en même temps, si je faisais qu'un seul truc, je pense que j'en aurais marre. Par exemple, si je faisais que de la beauté tout le temps, je pense qu'au bout d'un moment, j'en aurais marre, parce que ce serait toujours avec des fleurs, des flacons de parfum, des crèmes, des machins. Alors c'est cool, mais en fait, t'es toujours dans la minutie, dans un petit truc. Alors que quand je fais des fonds peints, par exemple, où j'en ai fait pour tout un livre sur les drag queens, et là, tu t'éclates, tu travailles en grand, t'as de la peinture sur toi, t'as de la peinture partout, et t'es vraiment dans un truc où c'est vraiment au feeling. Alors que quand tu fais de la beauté ou de la nature morte, t'es plus sur des petits trucs, sur de la mise en place, sur mettre en avant le produit, etc. C'est vraiment la richesse du métier que j'ai construit, c'est de pouvoir faire des choses à l'opposé du jour au lendemain. Il n'y a pas vraiment de choses que je préfère faire, parce que je pense que tout s'enrichit. Quand je fais un grand fond, par exemple, où je mets de la peinture partout et que c'est vraiment au feeling, le lendemain, je vais pas avoir forcément envie de faire ça tout le temps. Donc, faire de la beauté avec des toutes petites fleurs et des trucs vraiment mis au millimètre, ça va aussi me plaire. Et je pense que c'est ça qui me permet de me développer et de me diversifier, c'est qu'à faire plein de choses, je me lasse jamais, et donc je prends toujours plaisir à faire tous les projets. Ouais, je vois totalement. Et comment tu organises ton temps ? Parce que j'ai vu là, tu as publié un réel il n'y a pas longtemps. Vous avez fait 84 projets en 2023. Et comment tu fais en fait pour gérer ton temps au quotidien et ne pas aussi être submergée ? Tu t'es submergée un peu. Non, en gros, alors... Là, c'était vraiment particulier en termes de projet, parce qu'on s'est vraiment développé. Avant, j'étais un peu toute seule, et depuis 2 ans, je dirais, ma mère a rejoint le studio d'Agoud, qui n'existait pas du coup avant. C'est un peu particulier parce que j'avais un box avec mon appartement, et je stockais dans mon box. J'étais dans ma descente de garage pour faire mes fonds, et je caillais l'hiver, ça séchait pas bien. L'été, ça séchait vite, sauf que du coup c'était un peu le bordel, quoi. Je faisais un petit peu comme je pouvais, et c'est un peu comme tout le monde fait quand il débute. T'as toujours ton bureau dans ton salon, et ensuite tu finis par, si tout se passe bien, avoir ton bureau dans une autre pièce. Et c'est un peu ça ce qui s'est passé. En gros, j'avais mon appartement, mon box, etc. Et je me suis sentie un peu à l'étroit. Et là, je me suis dit, bon, c'est plus possible en fait de passer à faire tes prépas à 4 degrés dans la descente de ton garage en extérieur. Tu vas juste mourir au bout d'un moment. Donc, il faut que tu trouves un endroit. J'ai une copine qui m'a mis en contact avec son mec qui avait un local à me louer à Fontenay, sous bois. On a commencé à s'installer là-bas, mais on savait que c'était éphémère. Donc, on s'est dit, bon, il y a un moment, on va devoir trouver autre chose. Mais ça nous a permis de vachement nous développer, notamment à faire le projet de Caudalie avec My Little Box chez Social Fever. Ça nous a permis de créer ce décor, parce qu'il fallait vachement de place et ça prenait vachement de temps. Ça nous a permis de nous développer beaucoup et de se dire, OK, là, il faut un autre truc. Comment on fait ? Parce que le désavantage, c'est que je revivais en fait le fait d'avoir un atelier qui n'était pas chez moi. Alors qu'avant, je travaillais de chez moi. Donc, j'avais juste à descendre, mettre un coup de peinture, je remontais, je faisais un truc sur mon ordi et tout. Alors que là, je faisais une demi-heure de vélo, fallait gérer le truc. Le matin, quand tu dois charger un camion à 6h du mat', faut que tu arrives avant. Il pleut, il fait froid. Enfin bref, c'est relou. Bon, quand il fait beau, c'est cool, mais quand il pleut et qu'il fait froid, c'est un peu relou. Ouais. Et donc, tu te dis, bon, tu perds quand même 1 heure de trajet à chaque fois. T'as des rushs, t'as de plus en plus de taf, donc comment tu fais ? Suite à ça, j'ai cherché une maison avec mon copain. Et on a trouvé une maison avec un grand atelier,
vue, enfin avec une porte de garage qui est donnée sur la rue, donc vraiment pour charger des décors facilement, etc. Là, on s'est dit, il va vraiment falloir se développer. Si on veut pouvoir acheter cette maison, travailler sur place, etc., pour avoir un confort de vie beaucoup plus gros, il va falloir charbonner à mort. Donc, on va bosser à mort. Et honnêtement, j'ai mis ma vie de côté. Enfin, je suis pas partie en vacances, je faisais que de taffer le soir, le week-end, tout le temps. Mais j'avais un but. Et j'avais le but de me dire, OK, la prochaine fois que tu déménages, en fait, tu auras ton atelier et tu vivras au même endroit. Et donc, tu vas pouvoir, en fait, dormir. Genre, si tu as un rush jusqu'à 3h du mat, en fait, après, tu peux juste fermer la porte et remonter et dormir plutôt que faire une demi-heure de vélo. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a fait autant de projets et qu'on s'est autant développé. Parce qu'on avait un but. Parce que honnêtement, je n'ai pas forcément envie de refaire ça maintenant. Enfin, c'est vraiment beaucoup de temps et tu t'oublies un petit peu et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mais parfois, quand on a un but et qu'on sait où on va et qu'on sait que c'est qu'à un moment donné, on se dit, on teste tout et on verra bien ce que ça donne. Ouais, totalement. Je me rappelle, à ce moment-là, on avait été manger ensemble et tu disais, oui, normalement, je dois partir en vacances. Je crois que c'était à La Réunion. Et au final, il y avait un projet qui était en attente et je crois que tu n'es même pas partie. On a déplacé les vacances. C'était justement pour les frères Pétou. Et à ce moment-là, en fait, je n'avais pas vraiment fait de fiction. Donc, c'était vraiment une opportunité de ouf. Et je ne voulais pas passer à côté. Donc, on a déplacé les vacances de plusieurs semaines pour que je puisse faire le projet. Ouais. C'est l'avantage aussi de vivre avec quelqu'un qui comprend ton mode de vie parce que mon compagnon, il fait de la photo et de la vidéo et donc il connaît un peu les enjeux de quand tu es à ton compte, de ne pas pouvoir refuser un projet qui peut, sur le long terme, te faire te développer. Forcément, on a priorisé le travail, mais maintenant, on a une maison et c'est cool, quoi. Oui, parce que du coup, vous l'avez, cette maison avec le studio. Et oui, on a la maison avec le studio, donc c'est encore en cours parce qu'on vient d'emménager dedans, il y avait beaucoup de travaux, mais on a un studio qu'on va logiquement, avec le temps, pouvoir louer pour faire des photos et des vidéos sur place et du coup pouvoir proposer aussi le set design avec tout mon stock, etc. Donc pouvoir vraiment proposer un truc vraiment très cool. Genre, je sais pas, d'habitude, tu vois, t'as le client qui dit « Ouais, j'ai besoin d'une feuille bleue ». Et sur place, il dit « Ah, c'est dommage, finalement, j'aurais bien vu une feuille plus claire ou une feuille rose ». Et tu fais « Attendez, mais moi je l'ai vu que c'est mon stock et mon studio ». Donc là, on est vraiment trop contents et on va voir ce que ça donne. Mais malgré le fait qu'on ait beaucoup travaillé pour accéder à ça, là, c'est quand même un gros défi financier. Et donc, on doit encore beaucoup travailler et encore un petit peu s'oublier. Mais le temps de mettre aussi tout ça un petit peu en place parce que faire des travaux et déménager, etc., ça coûte cher. Donc, une fois qu'après, tout est un petit peu remis à plat, ça va mieux. Mais on a encore pas mal de mois devant nous un peu chargés, quoi. Comme tu dis, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir une vision et ça nous motive parce qu'on sait pourquoi on le fait. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de tenir sur du long terme. Oui, c'est ça. Je sais qu'avant d'avoir la maison, quand j'étais en rush et que j'en pouvais plus de ma vie et que j'étais genre j'en ai marre de travailler, blablabla, je faisais deux trucs. Je regardais les billets d'avion ou de train ou de trucs pour partir en vacances et je regardais les maisons et je disais bon, vas-y, si tu bosses de ouf, en fait, tu vas pouvoir soit te payer une maison, soit pouvoir partir en vacances. Et j'essayais genre de regarder en disant ok, bon, vas-y, la prochaine fois, genre si t'as un grand projet, tu te prends des billets pour aller là ou des trucs comme ça. Et du coup, ça me motivait en me disant bon, tu fais pas ça pour rien, quoi. Ouais, c'est des petits tips, mais en vrai, ça te permet de regagner de l'énergie et de dire non, mais je vais y aller, je vais continuer, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est pas je suis pas carriériste. Je me dis pas genre il faut que j'ai fait tout ça dans ma vie et tout, ou travailler pour telle marque ou machin. Je suis vraiment plus dans le truc de me dire j'ai envie de kiffer ma life, j'ai envie de profiter en réalité. Et le fait d'avoir un espace où tu travailles et où tu vis, moi ça me permet d'avoir un confort de vie et de pouvoir me reposer plus facilement et de pouvoir avoir une meilleure vie selon mes critères. Voilà, exactement. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout avoir leur vie pro et perso mélangée. Et moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc forcément, c'est plus facile pour moi, ouais. Tu nous as dit que tu travaillais avec ta maman. Comment ça se passe, le travail en famille ? Ça se passe bien. C'est assez agréable. C'est même très agréable. Et je pense que c'est même plus simple que de travailler avec des gens extérieurs. Parce que j'ai pas besoin d'expliquer comment je fonctionne, elle le sait. J'ai pas besoin
je vais pas dire de m'excuser quand je suis un peu désagréable, mais c'est-à-dire que, en fait, comme elle me connaît, s'il y a des moments où en shoot ou même en prépa, je suis un peu sèche ou machin, elle va savoir que c'est parce qu'on est en rush, et etc. Et 2 secondes après, je vais dire, bah, tu veux un thé ou machin, enfin, on va changer de sujet et ça va pas, on va pas avoir des petites tensions, quoi. Et puis aussi, par rapport à la maison, bah, forcément, c'est plus simple parce que quand on est en rush, elle peut dormir sur place et bah, je pourrais pas faire ça avec n'importe qui. Ouais, bien sûr. On va faire un petit jeu. Alors, je vais te poser des questions. Ok. Et tu as 1 minute pour répondre au plus de questions possibles. D'accord. T'es prête ? Bah, vas-y, hein. Pinceau ou crayon ? Pinceau. Quelle est ta couleur préférée ? Rose. Ta saison préférée ? Printemps. Projet extérieur ou intérieur ? Intérieur. Petite équipe ou grande équipe ? Petite équipe. Gros budget ou petit budget ? Gros budget. C'est toujours mieux. Ouais, c'est sûr. Photo ou vidéo ? Photo. Rap ou jazz ? Rap. Tu préfères travailler la nuit ou le jour ? La nuit. Basket ou talon ? Basket. Pinterest ou Instagram ? Instagram. Fleur artificielle ou naturelle ? Naturel. Chien ou chat ? Chat. Aquarelle ou acrylique ? Acrylique. Multitâche ou spécialisation ? Multitâche. Cheveux attachés ou détachés ? Attaché. Vacances ou travail ? Vacances. Travail en famille ou entre amis ? En famille. Projet YouTube ou court-métrage ? Court-métrage. Travailler les textures ou les formes ? Travailler les textures. Ok, bah trop cool. Enfin, t'as répondu super vite à tout. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de questions qui t'ont trop gêné ou auxquelles c'était difficile de répondre. Non, ça va. Après, c'est assez spontané, donc Oui. je peux développer des trucs, mais en vrai, c'est mieux de... Oui, bah, de c'était le laisser but de toute façon d'essayer de répondre au plus de questions possibles rapidement. J'aime bien terminer l'épisode en demandant aux personnes quelles sont les 3 sources d'inspiration qu'elles ont soit actuellement ou qu'elles ont eues dans leur vie qui ont été importantes. Donc, est-ce que tu pourrais nous en partager 3 ? 3 inspirations. Bonne question. Je dirais... Un de mes peintres préférés, c'est Peter Doig. C'est un peintre qui fait justement des textures, qui travaille beaucoup la végétation. Donc, c'est un thème que j'aime beaucoup peindre. La fondatrice de la marque Tajine Banane, qui s'appelle Alison Cavaillé-Joannet, je crois, qui est hyper spontanée sur les réseaux, etc. Et je trouve qu'elle est hyper intéressante, hyper inspirante, parce qu'elle part d'une expérience... personnel pour créer sa marque et j'aime vraiment beaucoup cette marque et sa façon de communiquer. Et je sais pas, je dirais ma grand-mère parce qu'il faut toujours aller tout droit et que c'est une force de la nature et j'ai envie de la rendre fière et j'ai envie d'avoir autant de force qu'elle dans la vie et de toujours pouvoir me relever comme elle le fait. Est-ce que tu as un conseil à partager à quelqu'un qui a envie d'entreprendre mais qui n'ose pas ? Le conseil que j'aurais à donner, c'est faut y aller. Faut y aller, faut pas trop se poser de questions parce qu'en fait, il y a toujours des ratés, il y a toujours des trucs qui iront pas et on apprendra toujours de nos erreurs et c'est pas grave en fait. Enfin, et si ça marche pas, on fait autre chose et faut pas trop se poser de questions en fait. Moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait un petit peu au feeling et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne et que je compte pas forcément mes heures, etc. Ou je compte pas forcément quand je pars pas en vacances parce qu'en fait, je kiffe ce que je fais et tant que ça te rend heureux, c'est cool. Si par contre, le projet que tu fais, il te rend pas heureux, là, faut pas le faire. Oui, il n'y a pas besoin que ça soit parfait pour que tu réussisses au final. Non, et puis surtout quand on voit les backstage des photos et des vidéos, etc., c'est jamais parfait. Il y a de la post-production, il y a des retouches, il y a des trucs qu'on enlève, que personne ne voit. Enfin, rien n'est parfait dans la vie, mais je pense que c'est pas ça qui compte. C'est vraiment ce qu'on en fait de nos capacités et de savoir aller vers ce qui nous rend contents. C'est vrai. Passer à l'action. Merci Julia. Merci à toi. Merci pour ton temps, de nous avoir accordé un petit moment dans ton planning très chargé. Puis j'espère à très vite. Ouais, carrément.